Bonsoir Alexander Makogonov, vous pouvez venir autour de la table. Vous êtes porte-parole de l'ambassade de Russie en France. Merci de nous rejoindre. Vous reculez en Ukraine. Les responsables russes le reconnaissent eux-mêmes. On l'a vu déjà dans les cartes lors du briefing du ministère de la Défense. Le chef de l'occupation russe de Kherson, Vladimir Salto, admet une percée ukrainienne et notamment la perte du village de Doutchani. Est-ce qu'on peut au moins s'accorder sur ce constat? L'armée russe recule. Mais écoutez, même si l'armée russe recule, ça ne veut rien dire du tout, parce que, vous savez, dans la tactique militaire, parfois les reculs, ça permet d'épargner les troupes, ça permet de les épargner pour d'autres missions, pour se réorganiser, pour se concentrer et pour organiser une contre-offensive. Donc là, percevoir ces petites victoires de l'armée ukrainienne comme une raison de jubilation, ce serait prématuré. Donc là, vous dites que vous préparez une contre-offensive. C'est un recul, oui, mais un recul stratégique. Je veux dire, en général, dans la tactique militaire, le recul, ça ne veut rien dire du tout. Du tout. Ça peut être le recul aujourd'hui, mais une contre-offensive déjà demain. Donc factuellement, vous perdez du terrain. C'est ce que vous nous dites. Je ne suis pas militaire, je suis pas sur le terrain, mais bon, même si on perd aujourd'hui du terrain, quelques kilomètres carrés, quelques dizaines de kilomètres carrés, j'en sais rien, ça ne veut rien dire du tout parce que déjà demain, la situation peut complètement changer. Si ce n'est pas demain, après-demain, peut-être dans une semaine. À l'instant T, elle n'est pas en votre faveur. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a écrit à l'écran. Vladimir Poutine est un tsar qui vacille. Vous êtes d'accord avec ce constat? Bon, tout d'abord, ce n'est pas un tsar, c'est un président. Et ce n'est pas une personne qui produit une impression de quelqu'un qui peut vaciller, qui peut être en panique ou quoi que ce soit. Alexander Makogonov, il y a une prise de parole très importante aujourd'hui d'un haut responsable russe, on en parlait tout à l'heure, qui vous appelle à ne plus mentir. On a l'impression qu'il vous parle, en fait, par écran interposé. Les gens savent, notre peuple n'est pas stupide et il voit qu'on ne veut pas lui dire ne serait-ce qu'une partie de la vérité. Cela peut entraîner une perte de crédibilité. C'est Andrei Kartapolov, à la tête du comité de défense de la Douma, qui vous dit ça. Vous répondez quoi? Vous savez, c'est un ancien militaire qui a servi dans l'armée toute sa vie. C'est un ancien vice-ministre de la Défense. Je peux imaginer qu'il s'y connaît un petit peu. Il s'inquiète aussi pour les succès, pour la situation sur le terrain, pour les succès de nos troupes. Et là, pour le recul, vous voulez dire? Il appelle pour le recul. Bon. En tout cas, ce qu'il dit, je peux imaginer, je peux vous déchiffrer sa logique. Il appelle en quelque sens le commandement des forces armées russes d'avoir le courage de reconnaître ses erreurs, tout simplement pour les corriger et pour ne pas les commettre de nouveau. Donc il a raison, il y a eu des erreurs. Vous avez l'air de comprendre très bien ce qu'il dit. Si on recule, on peut imaginer bien sûr qu'il y a des erreurs dans le commandement. Mais vous savez, dans les conflits, dans les guerres, dans les affrontements militaires, les erreurs, c'est une chose, disons, normale. Tu ne peux pas tout prévoir pour chaque seconde. Elles peuvent vous coûter cher, ces erreurs. Mais coûter cher, mais... Ça coûte cher surtout sur le plan humain, s'il s'agit des pertes humaines. Mais je vous dis, les petits reculs aujourd'hui, ça ne veut rien dire du tout, parce que là, ça peut se transformer en une avancée, en une contre-offensive déjà demain. Il va y avoir du changement dans le commandement militaire? J'en sais rien. Mais vous l'espérez? Oui, la Russie a annexé quoi exactement? Parce qu'on attend toujours de savoir quelles sont précisément les frontières de ces territoires que vous reconnaissez comme russes. Est-ce que ce sont les frontières de ces 4 régions telles qu'on les connaît, telles qu'elles sont tracées sur ces cartes dans leur intégralité? Est-ce que c'est les frontières de ces parties de territoires qui sont occupées par la Russie? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce qu'il n'y a pas quand même un aspect étonnant, c'est le moins qu'on puisse dire, à annoncer qu'on annexe des territoires dont manifestement on n'a pas le contrôle? Donc, tout d'abord, la Russie n'a rien annexé. Elle a rattaché les territoires suite au référendum, suite à l'expression suprême de la démocratie, qui étaient les référendums qui étaient organisés selon toutes les normes, tous les codes du droit international. Qu'est-ce que ça vaut un référendum en temps de guerre alors qu'il y a des bombardements? Exactement. Ça vaut beaucoup parce qu'en l'occurrence, il s'agit non seulement d'une procédure démocratique, il s'agit d'une survie de la population. C'est pas une simulacre de démocratie? Non, c'est pas une simulacre de démocratie, je vous répète. Même quand la majeure partie de la population est partie. Qui habitent dans ces régions-là. Mais la majeure partie de la population de la région est partie. Exactement. Donc, on n'en sait rien, si c'est majeure partie ou pas majeure partie, mais les gens qui sont partis, c'est-à-dire que c'est les gens qui sont partis librement, qui ont choisi l'Ukraine. Donc là, les gens qui ont choisi de rester dans ces régions-là, ils voient le futur
il s'associe à la Russie. Mais les frontières ne sont pas claires. Est-ce que vous allez faire un nouveau référendum demain pour demander aux habitants de fixer eux-mêmes les frontières? Franchement, on est perdu. Oui, les frontières ne sont pas claires pour le moment. Vous voyez, ça bouge tout le temps. Ça bouge tout le temps. Donc là, c'est difficile de dire quelles frontières. Mais bon, apparemment, les territoires qui étaient rattachés, donc là, ils étaient rattachés dans les frontières contrôlées pour le moment du rattachement par les administrations russes. Vous êtes allé trop vite. Vous avez annexé des territoires alors que vous battez en retraite dans ces territoires. On parle de Liman, on parle de ce qui se passe en ce moment à Kherson. Oui, donc vous êtes allé trop vite. Vous êtes allé trop vite. On n'est pas en mesure de geler la situation. Non, vous savez, vous dites vous êtes allé trop vite. Mais comment on peut attendre si les gens qui habitent sur ces territoires-là, ils subissent les bombardements ukrainiens chaque jour. Chaque jour, il y a des gens qui meurent. Des enfants, des femmes, des vieux, etc., sous les bombardements ukrainiens. Comment vous voulez que ces gens reviennent dans l'Ukraine? Comment vous voulez qu'ils ne votent pas au référendum? Il y en a aussi beaucoup qui meurent sous les bombardements russes. On parle de dizaines de milliers de morts, 20 000 à Mariupol. Et aujourd'hui, le porte-parole, le ministre de la Défense ukrainien a dit qu'il y avait côté russe 50 000 morts dans l'armée, 100 000 blessés. Côté ukrainien, il y a également des victimes. On est quand même surpris. Vous avez dit tout à l'heure, vous êtes d'accord pour qu'il faille dire la vérité. C'est ce qu'a dit un parlement. Donc, si on dit la vérité, la Russie est en guerre aujourd'hui contre l'Ukraine. Non, la Russie n'est pas en guerre contre l'Ukraine. On n'a jamais dit qu'on était en guerre contre l'Ukraine. Mais quand il y a des bombardements, c'est pas la guerre? On n'est pas ni en guerre contre l'Ukraine, ni en guerre contre le peuple ukrainien. Vous avez employé le mot guerre tout à l'heure. On est en guerre contre ceux qui ont pris l'Ukraine en otage. Vous avez parlé de guerre tout à l'heure. Attendez. Ouais. Vous avez dit nous sommes en guerre contre qui? Mais contre ceux qui ont pris l'Ukraine en otage, contre le régime de Kiev, le régime ultranationaliste. Mais donc il y a une guerre qui est déclarée contre l'Ukraine. Ouvertement russophobe, qui a transformé, à l'aide de ses sponsors occidentaux, qui a transformé l'Ukraine en tête de pont contre la Russie, en une menace constante pour la Russie. Donc là, les objectifs de l'opération militaire restent toujours les mêmes. C'est éliminer cette menace qui provient du territoire. Mais pourquoi vous ne parlez pas de guerre? Jouons carte sur table. Mais la guerre, c'est une notion très globale. C'est les États contre les États. Vous voyez, c'est les armées contre les armées. C'est le cas. C'est l'armée russe contre l'armée ukrainienne. Personne n'a déclaré la guerre à personne. Il ne faut pas exagérer, il ne faut pas vraiment inventer des choses qui n'existent pas. Alors vous savez ce qui fait peur aujourd'hui aux Européens, c'est l'arme nucléaire. Oui. Est-ce que ce soir, vous pouvez nous dire, Vladimir Poutine ne va pas utiliser l'arme nucléaire, ou bien est-ce qu'au contraire, il y a une menace nucléaire qui pèse sur l'Ukraine et sur l'Europe? C'est surtout ces spéculations diffusées et relayées par les médias occidentaux, y compris par les... C'est agité par Vladimir Poutine lui-même, quand même. Non, si. Non. Vous voulez que je le cite? Ça, alors je vais le citer. Il s'agit d'une interprétation erronée Alexander des Makogonov, propos laissez-moi le citer, comme ça on pourra arbitrer. Les États-Unis sont le seul pays au monde à avoir utilisé des armes nucléaires à 2 reprises, détruisant les villes d'Hiroshima et de Nagasaki. Et ils ont créé un précédent. Un précédent, ça veut dire que ça peut vous autoriser à utiliser l'arme nucléaire demain. Répéter la même expérience eux-mêmes. Et vous? Pas nous. Il n'a jamais dit ça. Jamais. La seule chose qu'il répète, c'est un avertissement comme quoi la Russie est prête à utiliser tous les moyens en sa disposition pour se défendre. Ça, c'est le mot-clé. Il n'y a aucune menace nucléaire. Et quand dès les premières semaines du conflit, il demande aux responsables des forces nucléaires de se mobiliser, de tenir prêt, qu'est-ce que ça veut dire? Mais écoutez, quand on entend de la part de certains dirigeants occidentaux les allusions comme quoi l'utilisation de l'arme nucléaire n'est pas exclue, on doit... Donc c'est une posture purement défensive, c'est ça que vous dites? C'est notre doctrine militaire sur le plan nucléaire est purement défensif. Donc ce soir, vous nous dites, Vladimir Poutine et la Russie n'ont pas du tout l'intention d'utiliser l'arme nucléaire en Ukraine. Pas du tout, personne ne l'a jamais dit. Pas du tout. Oui, mais s'il se sent acculé, s'il se dit qu'il n'a pas d'autre option, est-ce qu'à ce moment-là, il peut appuyer sur le bouton? C'est la question que tout le monde se pose. Mais pourquoi on doit appuyer sur le bouton? C'est ça la question. Moi, je vous pose cette question. Pourquoi? Qu'est-ce qui doit nous contraindre à le faire là? Quel genre d'événement? Quel genre de situation? Je vous prends un exemple. Si les Ukrainiens arrivent jusqu'en Crimée et qu'ils reconquièrent la Crimée, est-ce que c'est une situation qui pourrait déclencher de la part de Vladimir Poutine une réaction extrêmement forte et brutale qui pourrait inclure l'arme nucléaire? Oui, attendez. Là, maintenant, vous êtes en train de modeler les situations qui... Ce soir, on avait le ministre de la Défense ukrainien qui nous a dit notre objectif, c'est de retourner aux frontières de l'indépendance en 91 jusqu'en Crimée. Qu'est-ce que vous lui répondez? Qu'ils essayent, qu'ils essayent. C'est pas si facile qu'ils le pensent. C'est quand même, il y a nos militaires sur place et les tentatives
de le faire, ça peut coûter cher, tout simplement, aux troupes ukrainiennes. C'est pas facile. Vraiment, il peut faire toutes sortes de déclarations, mais comme vous avez déjà eu peut-être cette occasion, cette expérience, le régime de Kiev fait des déclarations chaque jour et qui se contredisent parfois. Et là, ils progressent quand même. Ils prennent la situation tellement à la légère pour le. Mais d'ailleurs, il y a une dépêche AFP qui nous parvient. Volodymyr Zelensky annonce la reprise de nouveaux villages aux Russes dans le sud. Ça ne s'arrête pas. Ça ressemble à une débâcle. Il faut toujours vérifier si c'est vrai ou pas, parce que là, le régime de Kiev, ils adorent de manipuler les chiffres, ils adorent de jouer avec les chiffres, avec la géographie, etc. Donc là, des milliers de morts russes, etc., des milliers de morts de civils. Mais en revenant à votre question, là, selon les données de l'ONU, il y a combien? Il y a 6 000 ou 7 000 de civils qui sont morts pendant toute cette période de l'opération militaire, c'est-à-dire pour 7 mois. Vous savez combien de centaines de milliers de civils sont morts en Irak pour 2 mois de l'opération militaire de l'OTAN? Ça se compte par des centaines de milliers. Personne ne les a jamais comptés, ces gens-là. Et il s'agit de 6 000. Vous voyez à quel point cette opération militaire est ciblée. On essaie d'épargner la vie de chaque civil. On essaie d'épargner chaque site. Vous dites vraiment que vous épargnez les vies des civils? Alexander Makogonov, 20 000 morts, 20 000 morts à Mariupol seulement. Mais qui vous raconte ces histoires-là? Le régime de Kiev, à qui vous croyez? Non, justement, ça ne vient pas du régime de Kiev. Il y a des crimes de guerre qui sont établis. À chaque fois qu'on vous en parle, vous dites c'est faux, vous dites c'est une mise en scène. Maintenant, c'est l'ONU qui confirme. Éric Mose, le président de la Commission internationale indépendante d'enquête, il parle d'exécutions, de mains attachées dans le dos, de blessures par balle à la tête, de gorges tranchées. C'est ce qu'il raconte. Il dit même que l'âge des victimes de violences sexuelles va de 4 à 82 ans. Il raconte l'histoire d'enfants de 4 ans qui ont été violés par des soldats russes. Oui. Que dites-vous à ces soldats russes aujourd'hui? Est-ce qu'ils doivent être jugés? Oui, vous savez, je me rappelle au printemps, en avril, en mai, la presse française a sorti pas mal d'articles sur les viols collectifs par des soldats russes, lorsque les soldats violaient les familles entières devant le public. Ils violaient même les morts. Mais on est où là? Mais franchement, il faut finir avec ce Hollywood. Les soldats russes ne sont pas venus en Ukraine pour violer, pour piller ou faire quoi que ce soit. Il y a plein de témoignages. Il y a l'enquête de l'ONU et vous continuez à démentir. À quel point ces témoignages sont véridiques? Il faut toujours vérifier. Vous refusez d'y croire en fait. C'est ça. Ça vous choque tellement, vous vous dites c'est impossible, mais pourtant c'est vrai. Dans l'armée russe, ce genre de choses est considéré comme un crime. Donc là, ces soldats-là, ils seront tout de suite jugés par son propre commandement, pas par quelqu'un qui vient de... On se demande aussi à quel point Vladimir Poutine est isolé. On voit de plus en plus de critiques, y compris venant de ses alliés. Vous avez suivi Kadyrov, le président tchétchène, qui s'en prend au général Lapine en charge des opérations à Liman. Il s'en prend même à l'état-major, ceux qui le couvrent. Il est applaudi par Prigojine, qu'on pensait proche de Vladimir Poutine. Vous voyez les critiques se rapprocher. Vous répondez quoi à Kadyrov? Ça se rapproche de vous. Oui, je reviens à ce que j'ai dit déjà. Donc là, il faut avoir le courage de reconnaître les erreurs, de critiquer soi-même, tout simplement pour corriger ces erreurs, de ne pas les connaître, pour ne pas les commettre de nouveau et pour aboutir au résultat prévu. Il vous critique, en même temps, il est décoré. Aujourd'hui, je voyais, il est promu au rang de colonel général. C'est le 3e grade de commandement le plus élevé dans la hiérarchie militaire russe. Il y a un lien entre les deux ou pas? Non, mais je peux imaginer logiquement pourquoi il est promu à ce grade, parce que quand même les bataillons tchétchènes, ils se battent comme des lions, ils se montrent vraiment des miracles sur le champ de bataille. Donc là, c'est lui en fait qui les inspire, qui les envoie, qui les prépare. Donc là, c'est lui qui est en charge de... La grande armée russe est obligée de faire appel aux bataillons tchétchènes, c'est un peu humiliant. Non, mais Tchétchénie, c'est la Russie quand même. Ils font partie, on imaginait que l'armée russe était plus forte. Non, mais écoutez, mais je vous répète, la Tchétchénie, c'est la Russie. Donc là, ils font partie intégrante de l'armée russe. Un mot sur la Russie. Comment vous jugez l'état de la société russe? On voit des centaines de milliers de Russes qui quittent la Russie depuis le 24 février. En l'espace de 2 semaines, depuis le 21 février, le FSB a dit lui-même qu'il y avait plus de 221... Oui, la mobilisation, depuis la mobilisation. 21 septembre. Il y a eu 260 000 Russes qui ont quitté le territoire. Est-ce que la société russe n'est pas en train de voter avec ses pieds, au moins pour une partie? Vous savez, voilà, vous venez de citer 260 000. Ce matin, j'ai vu un chiffre 700 000. Les chiffres varient. C'est toujours le jeu des chiffres, vous voyez. Non, mais plus de 200 000. Plus de 200 000. Plusieurs centaines de milliers, en tout cas, ça semble factuel. Là, il faut toujours vérifier la véracité de ces infos. Mais bon, en tout cas, je peux imaginer qu'il y a des gens qui partent ou qui fuient, comme vous dites. Le facteur humain, personne ne peut l'éliminer. Vous voyez, les gens, ils réagissent à leur manière. Quelqu'un a peur, quelqu'un veut quitter la Russie. Mais bon, il y a toujours des milliers de ceux qui veulent rester, qui
qui veulent s'inscrire même comme volontaires dans l'armée, n'étant même pas mobilisés. Ils veulent le faire vraiment de leur propre volonté et de rejoindre leurs confrères d'armes dans les régions en question pour Vous croyez se encore à la battre pour la bonne victoire cause. Vous croyez encore à la victoire? Ah bah, c'est inévitable, on n'a pas d'autre choix. Mais c'est quoi la victoire exactement? Est-ce que c'est le rattachement définitif à la Russie de ces 4 régions? Tout à l'heure, vous disiez on est en guerre contre le régime Et ce de sera Kiev. la dernière question. Donc ça va plus loin. C'est-à-dire qu'au-delà du rattachement à la Russie de ces territoires, vous dites le but de guerre, c'est aussi de renverser le régime que vous décrivez vous-même comme votre ennemi. C'est pas du tout le but de notre guerre, c'était jamais prononcé. C'est vous-même qui l'avez dit. Non. On se bat Vous contre avez le dit régime, mais pas pour je le suis en renverser. guerre contre. Vous êtes en guerre contre un régime. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Non, pas contre le régime, mais on est obligé d'affronter ce régime qui a pris l'Ukraine en otage, qui bombarde sa propre population, qui est russophone. C'est nos frères et sœurs. Nous sommes obligés de les protéger. En revenant à votre question, alors quel est le but de la victoire Oui, c'est quoi la victoire? C'est quoi la victoire? La victoire, c'est pas une notion purement, comment dirais-je, c'est pas le résultat de quelque chose qui est militaire. Ça peut être une victoire diplomatique. Et c'est ce qu'on prône dès le départ. C'est pour ça que le président, encore une fois, le 30 septembre, lors de son allocution au Kremlin, il a encore une fois appelé les autorités de Kiev de cesser les hostilités, toute hostilité, de cesser cette guerre civile que ce régime Après avoir a lancée en annexé de 2014. force des territoires qui ne sont pas et entièrement revenir à occupés. la table de négociation qui était torpillée grâce, entre guillemets, au bon conseil des sponsors de ce régime. Parce que là, ces négociations étaient en cours et on était déjà à un point de convergence sur certains points et on pourrait vraiment aboutir peut-être à quelque chose. Mais là, c'était bloqué, donc là, on n'y revient plus. Merci beaucoup Alexander Makogonov d'être venu nous voir ce soir.